Nous sommes aujourd'hui au laboratoire Simplissima, Bridging Health, du docteur Alexandra Henrion-Caude et aussi avec le docteur Marie-Christine Piat. Alors, je voudrais introduire le docteur Alexandra, qui est une généticienne, biologiste moléculaire et spécialiste des micro-ARN. Donc, elle est très respectée internationalement et elle mène une lutte féroce pour défendre ce que moi j'appelle la vérité, mais bien sûr, il y a plusieurs vérités, mais on est là pour chercher qu'est-ce qu'est la vérité. Malheureusement, ces vidéos sont très vite enlevées, donc elle a un parcours stupéfiant. Elle est détentrice de son doctorat en génétique à l'Université de Paris 7 et en 1997, elle a reçu le prix de la Fondation Nestlé. En 1998, elle reçoit son post-doctorat à Harvard Medical School à Boston et en 1999, elle est chargée de recherche à l'INSERM qui est au Children's Hospital de Los Angeles. C'est bien, Alexandra. Alors voilà, en fait, il y a un télescopage, mais c'est à peu près c'est ça, oui. Et en 2002, elle fait une étude nationale sur l'identification des polymorphismes de gènes associés à la mucoviscidose. En 2012, elle est la chef d'équipe à l'unité d'INSERM 781. Donc, je veux juste préciser, l'INSERM, c'est l'équivalent du National Health Institute de NIH américain, sauf que c'est en France. Donc, c'est l'Institut national de la France de la santé. Très bien, merci beaucoup. Et qui est dirigé par Arnold Munig et fait la découverte de l'implication d'ARN non codants dans des maladies génétiques. Donc, en 2013, elle reçoit le prestigieux prix Eisenhower Fellowship qui sélectionne chaque année des personnalités motivées à fort potentiel afin de leur permettre de soutenir un projet personnel et de créer un réseau de relations internationales. Félicitations. Merci. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, l'Eisenhower Fellowship est une organisation privée à but non lucratif créée en 1953 par un groupe d'éminents citoyens américains pour honorer le président Dwight D. Eisenhower pour sa contribution à l'humanité en tant que soldat, homme d'État et leader mondial. Et voilà, donc... To make a long story short, en fait, ce que ça veut dire, c'est que d'une part, déjà, c'est en fait pourquoi est-ce que je suis venue à Maurice. Oui. Justement parce que je trouvais que il y avait une tendance à une dérive, que nos solutions en génétique étaient de plus en plus coûteuses par rapport à ce que peuvent payer les gens. On est parti même à des coûts qui étaient $1 million la dose. Et là, j'ai pensé qu'il y avait un petit problème. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, j'avais remarqué qu'on n'avait jamais vraiment questionné, avec les outils modernes, des connaissances ancestrales. Et alors, du coup, l'île Maurice est en cela un endroit merveilleux, pour plusieurs raisons, et dont le fait que ici, vous avez la chance d'être un creuset, un pot, un melting pot, où on a un peu de médecine traditionnelle indienne, donc ayurvédique. Mm-hmm. On a la connaissance de médecine traditionnelle chinoise, grâce à la communauté chinoise. On a un peu de connaissance de médecine traditionnelle africaine, puisqu'on est quand même en Afrique. On a aussi, avec un espèce d'aspect de culture créole, qui donne aussi une autre dimension. Et on a enfin une dimension que nous, on a perdue en France, qui est toute l'arboristerie de nos grands-parents et nos arrière-grands-parents et qui ont en fait beaucoup disparu en France et pourtant qui sont restés dans des écrits à Maurice. Et donc effectivement avec cet ensemble, on a la possibilité de voir comment des cultures différentes vont à partir des mêmes plantes d'un pays décider de se soigner, par exemple le diabète ou par exemple différents. Et l'idée c'était d'utiliser nos connaissances très très modernes, très robustes pour essayer de faire un petit peu le ménage dans tout cela, de ce qui marche pas, ce qui est dangereux, parce qu'évidemment soigner avec des plantes c'est aussi dangereux parce que c'est efficace.
Voilà, c'est... Merci beaucoup d'avoir précisé. Donc, c'est très intéressant de savoir que l'île Maurice, elle a aussi cette richesse. Voilà. Donc, Marie-Christine. Et une richesse humaine, c'est Voilà. des belles rencontres. Donc, Marie-Christine est médecin généraliste à l'île Maurice et elle est diplômée de la faculté de Bordeaux. Et elle, depuis 25 ans, elle travaille à Maurice sur le terrain. Donc, je peux juste nous dire rapidement ce que tu as remarqué ces derniers temps. Alors, merci Sonia. Mon CV n'est pas aussi long que celui d'Alexandra, mais je suis vraiment quelqu'un qui est sur le terrain. Et j'ai beaucoup été sur le terrain pendant le Covid parce que j'ai constaté que les gens avaient très peur. Et ça a été un des comment dire, pas des moteurs, mais des motivations vraiment importantes des gens de vouloir se soigner. Donc, avec une pandémie qui était nouvelle, moi j'ai vraiment essayé de soigner, parce que soigner ça veut dire prendre soin d'eux, donc ça a été ma motivation. C'est aussi honorer mon serment d'Hippocrate. Et ce que j'aurais voulu partager aussi avec vous, c'est ce que j'ai pu constater au fil des mois, maintenant depuis plus d'un an qu'on a commencé la vaccination. Je voulais profiter de cette occasion pour poser des questions, simplement poser des questions. Donc, quand on est un médecin et qu'on est assis dans son cabinet de consultation, qu'il y a un patient qui rentre et qui va me dire, par exemple, docteur, j'ai une gastro-entérite. Et la première chose que je vais lui dire, c'est qu'est-ce que vous avez mangé la veille? Donc, je vais rechercher quelque chose qui a pu rentrer dans son organisme et qui aurait pu le contaminer. Si un patient va me dire, voilà, j'ai fait une grosse allergie de l'urticaire, de l'eczéma, je vais dire, par exemple, est-ce que vous avez pris quel médicament vous auriez pu prendre la veille ou 3 jours avant? Je vais faire une enquête sur ce qui est rentré dans l'organisme de quelqu'un. Et là, il se trouve que après les vaccins, j'avais des gens qui rentraient et qui me disaient, mais plusieurs, docteur, j'ai des troubles de règles. Je saigne comme je n'ai jamais saigné. J'étais en ménopause, j'ai même recommencé à saigner, ça j'avais jamais entendu ça de ma vie. Et puis j'ai eu l'exemple qui m'a le plus chagriné, c'était une fille de 17 ans qui était en forme 5 et qui a été paralysée. Elle avait perdu la mémoire, elle a été paralysée, elle a une hémiplégie, donc la moitié de son corps était vraiment diminuée. Et elle n'avait aucun antécédent. Aucun antécédent, et ses parents m'ont dit qu'elle a commencé à avoir des symptômes quelques temps après les injections. Elle était devant moi, elle ne connaissait plus les couleurs, le rouge, le vert, l'orange, elle ne le connaissait plus. Et il y avait toute une enquête de fait, on n'avait jamais rien trouvé. Donc moi, simplement, je pose des questions. Et moi aussi. C'est tout. En fait, c'est là où on s'aime beaucoup toutes les deux, parce qu'effectivement, personne ne peut avoir de certitude. Et c'est très mauvais signe d'avoir une certitude. Et effectivement, quand on vous dit, ah ben là, ça va marcher, prends ça, ça va marcher. Mais non, t'es pas certain. Tu vas essayer ça. Et si au bout de quelques jours, ça marche très bien. Et c'est aussi pour cela qu'il est temps maintenant de faire une analyse sur où est-ce qu'on en est au niveau des vaccins. Est-ce que ça a marché? Est-ce qu'il n'y a plus de Covid? Puisqu'on nous avait dit c'est la solution, sinon on aura toujours du Covid. Non. Ce n'est pas la situation dans le monde entier. On voit bien qu'on a des Covid, qu'on a même eu des nouveaux variants, que donc on parle toujours du Covid et qu'on n'a pas l'impression qu'on va arrêter de parler du Covid. Alors bon, est-ce que ça a empêché la contamination? Et non, on n'a pas l'impression que ça empêche, enfin on le sait maintenant, que ça empêche la contamination. Et en fait, voilà, toutes les questions, est-ce que ça empêche d'avoir la maladie? Non, non plus. En revanche, l'immunité naturelle, on a eu le temps de travailler dessus. L'immunité naturelle, c'est une réaction du corps qui fait que naturellement, on va développer une défense contre tout. En fait, le corps est remarquablement bien fait, et comme le questionnaire de Marie-Christine est bien clair, qu'est-ce qui rentre dans le corps, qu'est-ce qu'on rencontre, et effectivement, en fonction de ce qu'on rencontre, en fonction de ce qui rentre, notre corps réagit en permanence. Et cette adaptation de notre corps, parfois, va aller dans un déséquilibre qui va causer la maladie, par exemple, trop d'inflammation. Mais ce qui est important, c'est effectivement de revenir aux fondamentaux. Alors moi, j'ai un petit témoignage que je trouve très touchant. Nous, on a une star en France qui s'appelle Patrick Sébastien, qui est
un commentateur. On connaît bien. Vous connaissez, bien sympathique le garçon. Et en fait, là, il vient de sortir un livre qui a un joli titre, qui s'appelle « Vivre et renaître chaque jour ». Alors, je ne fais pas de publicité pour ce monsieur, mais j'ai trouvé son ton qui m'a plu. On lui dit, mais pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre? Pourquoi est-ce que vous aviez besoin de témoigner? Eh bien, il dit, il y a une chose que j'aborde dans mon livre, dans ce bouquin, c'est le vaccin. Je ne suis pas complotiste, mais je regarde. Avant le vaccin, je n'avais rien. Et après, je me suis retrouvée avec un prédiabète, une prostatite, et puis là, après, maintenant, cancer du rein. Je n'ai pas bien compris s'il y avait en plus un mélanome, donc un cancer de la peau, enfin bref. Il dit, et j'aime aussi cette logique, je n'accuse pas, mais je me pose la question. Autour de moi, c'est pareil, beaucoup de gens se sont retrouvés avec une maladie. Eh bien, je crois que c'est cette même état d'esprit, même si on m'a fait passer pour une folle parfois, ou même si on a supprimé toutes mes vidéos, mon ton, il est toujours resté extrêmement posé, extrêmement calme, parce que je pose des questions. Parfois, j'amoncelle un certain nombre de connaissances. J'avais alerté la population mauricienne en disant « Faites bien attention, parce qu'il y a un risque avec le diabète ». Et pourquoi je disais pas ça, pas parce que je tire des cartes ou que je regarde dans des boules de cristal, mais parce que quand on lit les publications, on comprend qu'il y avait une possibilité que la fameuse protéine Spike, que tous les vaccins nous font produire, que ce soit Sinovac, que ce soit Pfizer, Moderna, you name it, you have it. Tous vous font produire une protéine, et cette protéine, elle peut réveiller des espèces de vieilles séquences qu'on a et qui du coup peuvent provoquer des diabètes. Donc c'était assez simple d'anticiper, et l'autre aspect c'est les saignements dont Marie-Christine vous parlait. Et effectivement, bien en fait on voit maintenant que quand on pose de la protéine Spike dans les vaisseaux, ça fait des petits caillots, des mini caillots. Alors si vous faites des mini caillots un peu partout, peut-être vous allez aller bien, mais peut-être à force d'avoir de plus en plus de caillots, ben peut-être que ça va poser un désordre, une thrombose, un AVC. Parce que ça aussi j'ai eu, hein. J'ai consulté des jeunes qui avaient des AVC, 30 ans, en pleine forme. C'est incroyable. Des myocardites, donc des inflammations du cœur, du muscle cardiaque. Et des sportifs. Des sportifs. Et de jeunes hommes. Et là, pareil, là on a tous les chiffres qui montrent que dans tous les pays, des études d'Israël, des études des États-Unis et une autre étude, je ne me souviens plus de quel pays, où à chaque fois on a une augmentation alors ils disent c'est des essoufflements, etc. Puis en fait quand on regarde un petit peu plus leur cœur est abîmé au niveau du muscle cardiaque et donc ça les fatigue. Mais c'est des jeunes hommes. Alors là j'aimerais rajouter juste un point parce que ça me semble fondamental. Les jeunes, ça ne meurt pas. Les enfants, ça meurt, la mortalité infantile, ça peut arriver, il y a des nouvelles maladies, etc. Il y a une tranche de population qui, année après année, ne meurt pas, sauf en cas de guerre. Ce sont les jeunes. Et là, ce qu'on a vu, c'est que des jeunes mouraient à des âges, mais ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu un. Ça ne se connaît pas. Et le problème, c'est que là, maintenant, on en est dans une situation bien alarmante, ou que ce soit au Portugal, que ce soit là, j'ai relayé un article en Australie qui dit on n'a jamais vu une telle mortalité depuis 40 ans. Ça fait 40 ans qu'on n'a jamais vu autant les gens mourir. Même pendant le Covid, c'était rien par rapport à ce qu'on voit maintenant. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'il y a eu? Donc je pense que c'est très important de tirer la sonnette d'alarme. C'est ce qu'on a fait. Et vous êtes là pour ça. Et je pense que c'est important aussi, comme vous avez déjà fait les chiffres pour les autres pays, mais pour l'île Maurice, on n'a pas encore eu vraiment les chiffres. Si, alors mais que quelques noms avec si je pourrais partager avec nous. Donc en 2019, je prends les dernières années, 2019-2020, on avait un peu plus de 11 000 morts par an. Et là, en 2021, on est passé à 13 274, ce qui fait un bond de 20%. Et qui n'est pas normal, parce que c'est après qu'on s'est fait vacciner, qu'on est supposé être protégé. C'est ça. Donc, du coup, après, il faut faire des hypothèses. Oui.
Ce que je remarque, ce qui est très alarmant pour moi, c'est que l'hypothèse vaccin, qui est évidemment forcément à faire venir, puisque dans ce qu'on a changé, il y a ça. Mais voilà, c'est comme pour tout ce qu'on met dans l'organisme, on se pose on la regarde, question. voilà. Mais Et ce que je remarque, c'est que quand on lit les articles, ils disent il y a une surmortalité qu'on n'a jamais vue. Je crois qu'au Portugal, ils disent on n'a pas vu ça depuis la grippe espagnole. Enfin, donc des choses qui sont quand même très fortes pour un pays, dans une histoire d'un pays. Et donc, on doit poser la question. Et donc, du coup, on a fait au niveau international, on s'est mis tous ensemble, on a fait une déclaration en disant, voilà, pour nous, il y a une crise sanitaire internationale qu'on constate au niveau des maladies et au niveau des décès. Donc, on dit, attention, il y a une surmortalité. Et qu'on dit, potentiellement en lien avec les vaccins, comment est-ce qu'on ose dire ça? Pas parce qu'on est des complotistes ou des... Non, parce qu'il y a des connaissances qui est que toutes les bases de données du monde entier, d'observation, il y a des effets indésirables, donc c'est des médecins qui disent j'ai l'impression, c'est toi qui dis. Oui, mais il faut signaler aussi que tous les effets secondaires sont sous-déclarés. Ça, oui, mais qu'importe. Donc, mais quand déjà ils sont sous-déclarés, voilà, on est à plusieurs millions d'effets indésirables et à plusieurs dizaines de milliers de morts. Et donc, il faut, du coup, dans ces cas-là, on prend le temps en disant puisque le vaccin n'a pas donné les promesses voulues sur le Covid et qu'on observe par ailleurs des signaux bien alarmants de mortalité, de jeunes, etc., on arrête et on attend le prochain produit qu'on espère meilleur. Mais là, pour le moment, pour moi, il est temps d'arrêter depuis un bon moment. Et donc, je crois que cette déclaration a été en anglais, en français. Je crois que tu as oui, moi j'avais fait en créole. J'avais fait ça, c'est bien. Quelques phrases en créole en traduisant la déclaration internationale. Oui. C'était alors par rapport aux morts subites, il y a beaucoup mortalité brite sans explication. Si et tout code ban jeune sportif de compétition de très haut niveau donc. Qui pas non rien avant. Donc ça c'est une question qui nous vise poser. Qui fait une gagne sa bonne mortalité brite qui fait une répertoriée comme ça. Première question. Et deuxième question, nous envie faire une enquête quand nous pouvons demander comment dire, nous visons gagner une réponse à cette enquête qui nous peut faire là. Et une de ces questions là, c'est nous envie gagner une recherche qui peut faire le produit que contient tout ce vaccin là, qui appelle vaccin Covid-19. Pfizer, Moderna, Sputnik, Sinopharm, Johnson, AstraZeneca. Correct. Ok. Donc nous on vit comme composition. Quand j'entends supermarché boire une Sun Quick, vous avez droit de guetter l'étiquette qui est là, qui ont pour boire là-dedans, qui quantité de colorant, qui quantité conservateur, ça qu'ils ont connaît, c'est ça que vous envie de connaître, vous êtes capable de connaître. Un vaccin, quand vous mettez ça dans l'école, nous pas capables de connaître sa composition là, c'est pas possible. Mais ça c'est pas normal. Moi désolé des autres, c'est pas normal en tant que médecin, ça me dit et me redire. Les autres pour faire vaccin. Et les enfants, les autres pour faire ça avec les autres enfants. Si moi demain me dis les autres, et non un poison dont on pas connaît un la sauce tomate, est-ce qu'ils ont quoi pour donner ça aux autres enfants? Non, c'est pas pour faire ça. C'est si vous êtes supposé qu'il y a un side effect, je ne pas connais moi me pose la question. Demande aux autres, est-ce qu'il est bon qui nous fait ça? C'est ça. Pour nous enfants. Quand on ne pas connaît, demande aux autres, et les autres, c'est les laboratoires. Voilà. Et donc, en fait, il faut même les gouvernements, il faut nous aider les gouvernements, les empower, leur dire, allez demander qui est dans la demander qui est là-dedans. Je vois que c'est intéressant dans la déclaration que vous donnez aussi justement des moyens, des solutions, comment aider pour... L'idée, c'est pas d'accuser, etc. On est dans la même histoire. Hélas,
c'est pas forcément comme ça qu'on aurait voulu la faire, parce qu'on sait aussi qu'il y avait des médicaments qui étaient bien bons et qui marchaient bien, mais donc même si personne ne voulait qu'on en parle, comme l'ivermectine, et toi tu en as parlé. J'en ai parlé aussi. Et tu en as parlé, voilà. Donc on sait qu'il y avait des solutions, mais bon, alors très bien, n'en parlons pas, bon maintenant on a un problème, et donc on va faire en sorte qu'on va se mettre ensemble, et on va travailler pour qu'il y ait un problème, pour que le problème il soit résolu et qu'on n'ait pas une fatalité et que les bons sportifs là, ils fassent pas trop de sport, parce que si effectivement ils sont abîmés avec le spike, il faut modérer, il faut faire attention, il faut vérifier les dédimères. Voilà, il y a des tests qu'on peut faire dans le sang. Ça. Exactement. Donc à nouveau de dire aux médecins de ne pas continuer à injecter parce qu'on voit bien qu'il y a des problèmes, et aussi de faire des tests d'édimères et troponine pour le cœur par exemple. Et voilà. Donc en fait. Et il y a un détail important aussi, c'est simplement qu'il y a une étude qui nous a fait dans contenance, dans le flacon d'injection, ça ne soit pas fait par le laboratoire qui produit le vaccin lui-même. Mais c'est pas indépendant, voilà. C'est pas indépendant qui n'a aucun moyen piqué avec un laboratoire pharmaceutique qui produit le vaccin qu'il faut faire sa recherche là. C'est un groupe indépendant et ça c'est bien important. Oui. Alors la dernière chose qui me semble aussi importante de dire, c'est dire « Ah, mais on n'a pas le lien de causalité ». Alors ça, c'est la grande affaire de dire « On n'est pas sûr que c'est le vaccin qui a fait ça ». Alors, premièrement, avant ça allait bien, après ça va plus. Bon, déjà, c'est un premier signe. Deuxième chose, des publications scientifiques qui font état de maladies post-vaccination, donc après la vaccination, on en est à 1800 au moins publications scientifiques. Autrement dit, des travaux que des scientifiques ont mis ensemble, des médecins ont donné, allons dire qu'on ne travaille pas ensemble, je publie, je montre mon résultat à Marie-Christine, elle critique, elle dit non ça c'est pas bien, là je comprends pas, est-ce que tu es sûre, etc. Je retravaille et on publie. Voilà, c'est comme ça que, donc c'est très très sérieux quand on fait une publication scientifique. Et il y a au moins 1800, voire plus, de publications qui font état de maladies après cette vaccination. Alors c'est des maladies au niveau de la peau, c'est des maladies au niveau cardiovasculaire, donc tout ce qui va être cœur et circulation. C'est des maladies au niveau neurologique, beaucoup, hélas. Je crois que c'est même le top of the list, la plus importante. C'est des fausses couches? C'est des fausses couches, terriblement, beaucoup les fausses couches, alors ces points-là. Et donc voilà, du coup, je crois qu'on a dit tout ce qu'on avait envie de dire à tous les médecins qui nous écoutent, mais je crois, enfin moi j'ai eu beaucoup de témoignages de Maurice déjà, et je sais que beaucoup de médecins ont arrêté de vacciner. Je pense que vous voulez lancer une invitation aussi. Invitation, main tendue comme d'habitude. Pour signer cette déclaration qui pourra aider justement à éviter qu'il y ait beaucoup plus de gens qui souffrent. Et qu'on structure des groupes de recherche pour savoir comment on soigne maintenant. Donc on va dire, bon bah maintenant ils ont le problème, ils ont le désordre, et ben allons, on va travailler ensemble, on retrousse les manches et on va travailler ensemble pour essayer de résoudre le problème. Voilà. Merci beaucoup. J'aurais deux questions éventuellement. La première, ici, il y a beaucoup de gens qui sont fait vacciner par Johnson & Johnson et Sinopharm. Vous avez cité, en parlant de la spike qui se diffusait, majoritairement des vaccins à ARNM. Est-ce que le problème est le même pour Johnson & Johnson et pour Sinopharm? Est-ce que le développement de la spike est le même? Alors, les gens se sont sentis finalement en sécurité avec Johnson. Alors je pense que j'ai dit qu'effectivement, quel que soit le mécanisme de production de spike, que ce soit avec des petits virus, dans le cas par exemple de Johnson & Johnson, c'était l'autre que tu disais, c'était Sinopharm, et c'est tôt ou tard, ton organisme se retrouve avec cette protéine. En tout cas, ce qu'on remarque, on ne peut pas tout put de blame, on ne peut pas tout dire, c'est sûr que c'est spike. Comme toujours, il faut être très prudent. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a un chevauchement, les maladies qu'on a avec Pfizer, les maladies qu'on a avec Moderna, maladies qu'on a avec Johnson & Johnson, maladies qu'on a avec AstraZeneca, maladies qu'on a avec Sinopharm,
c'est un centre commun et c'est commun à tous. Donc voilà ce qu'on peut dire qui est assez... Et ma deuxième question concerne les effets secondaires, à savoir est-ce qu'il y a quelque part une liste, je ne vais pas dire exhaustive, mais oui, complète, que les gens pourraient éventuellement consulter pour se dire « Ah, mais je rentre dans cette liste » parce qu'il y a ce phénomène de honte. Les gens n'osent pas forcément les consulter. Alors de la honte par rapport à soi, parce qu'on a entendu ce que disaient les complotistes et puis finalement on ne les a pas écoutés, ou de la honte de sentir un petit peu en porte-à-faux par rapport à quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il y a quelque part une liste que les Mauriciens pourraient consulter? Alors il y a à mon avis 2 listes en tout cas. Moi la liste officielle en fait les 2 organismes que je vais citer sont des organismes qui travaillent avec l'OMS. Il y a la liste de Brighton, qui est un observatoire qui a été mis en place, dédié pour, en cas de pandémie pour les vaccins et pour normalement améliorer la condition des vaccins. Et donc en fait, ils ont fait un tableau où ils ont listé tous les désordres qu'on pouvait avoir. Et l'autre aspect, c'est sinon en allant sur les bases de données même, par exemple de l'OMS, qui s'appelle Vigi Access. Et là, on nous demande de cliquer un petit cadre. Alors, c'est pas facile hein, quand on connaît pas bien, mais il faut cliquer une petite case et puis après, on arrive sur un endroit où on nous dit c'est quoi votre vaccin. Alors là, on marque Covid-19 et là, on vous propose différents Covid-19. Vous dites n'importe lequel, vous rentrez. Et là, vous avez une liste de tous les problèmes et puis c'est à chaque fois des petites flèches qui vont s'ouvrir et qui vont vous lister tous les ennuis qu'on a. Globalement, ils sont très, très nombreux. Très nombreux. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous avez un autre outil à Maurice pour voir les effets secondaires. Je ne sais pas si... Là, au moins, c'est totalement international et totalement officiel. Donc, je voudrais inviter un soignant de l'île Maurice, Gino, pour venir partager avec nous ce qu'il voit sur le terrain. Vous pouvez rester là. Bon, peut-être. Oui. Allez, alors, Gino, toi, tu es sur le terrain, tous les jours, tu reçois des personnes. Tu peux nous expliquer ce que tu fais? Bonjour, moi c'est Gino Kanji, je travaille en physiothérapie. Essentiellement, je soigne les gens, tout ce qui est problèmes musculo-squelettiques. Et de plus en plus, je vois des gens qui viennent avec des soucis neuropathiques, des semi-paralysies ou des paralysies. Et des choses qu'ils n'avaient pas auparavant, et que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. Et quoi d'autre encore? Et aussi parfois témoignages des gens qui témoignent ce qui se passe autour d'eux et ils disent que, par exemple, dernièrement, j'ai une dame qui est venue et elle a annulé son rendez-vous, me dit elle doit partir en enterrement. Je dis qu'est-ce qui se passe? Me dit sa belle-sœur a perdu son bébé à 5 mois. Et dans la semaine là, j'ai eu un autre cas encore, une autre dame, elle a perdu 2 jumeaux à presque 5 mois de grossesse. Et j'ai aussi traité autre chose aussi, les gens très jeunes, à 30-35 ans, qui ont des strokes. C'est des choses que moi je vois, c'est sur des gens à 50, 60 ans, à monter. Mais là, on voit des jeunes. Tu vois ça depuis combien de temps que tu vois ça? Disons, là, ça fait 6 mois comme ça se déroule. Oui. Alors, moi, ce que je peux donner, c'est les données officielles de santé de l'Écosse, où en fait, elles étaient publiques jusqu'à présent. Et puis après, ils ont arrêté de les rendre publiques en disant c'est utilisé par les gens contre les vaccins. Et où en fait, on voyait effectivement une morti-naissance, donc la naissance après les morts après la naissance, comme tu dis, 5 mois, choses comme ça. En périnatal, qui ont énormément augmenté de façon colossale. Et en fait, quand on regardait l'augmentation, elle était juste les 9 mois après le fait qu'on avait commencé à vacciner les femmes enceintes. Donc ça, c'est un big warning aussi, qui est sorti par des données officielles du gouvernement en Écosse. Pour les problèmes de règles, on a aussi des données d'un ministère de la Santé d'Israël qui dit que 10% des femmes
ont des problèmes. Donc il faut libérer la parole. Si les femmes ont des problèmes de saignement, évidemment, elles n'aiment pas trop en parler. Mais il faut, parce qu'en fait, ce qu'il faut qu'elles comprennent, c'est que ce n'est pas forcément des règles, ce n'est pas forcément un problème de règles ou de menstruation, c'est peut-être un problème d'hémorragie, de leur faire bien attention, parce qu'effectivement, c'est comme les strokes, c'est la même, tout ça, c'est un peu le même problème, c'est vasculaire. Et donc, il faut vraiment être très vigilant, libérer la parole. Nous, en France, on a une association qui s'appelle Où est mon cycle, qui a beaucoup libéré la parole, notamment aussi pour les hommes, qui disent qu'ils ont des problèmes d'érection aussi. Le problème, c'est que, pareil, les hommes ont honte, voilà. Donc ils ne vont pas oser dire, et donc en fait, ils ne vont même pas forcément consulter ou autre. Et donc en fait, voilà, il faut quand même... ils ont des problèmes au niveau des testicules, des lourdeurs testiculaires, des cancers des testicules. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup d'ennuis avec toutes ces parties-là, et c'est dû au fait que, visiblement, il y a une espèce d'accumulation qui se passe dans les ovaires et dans les testicules. Donc, à nouveau, on trouve une justification. Et il y a aussi des problèmes de pourcentage de mobilité des spermatozoïdes dans le sperme. Ah oui. Donc, ça aussi, oui. Donc, là aussi, pour les messieurs, on parle beaucoup des dames, mais les messieurs aussi, c'est très important parce que ce sperme, plus faible. Plus faible et 20% plus faible. Donc c'est notable. Je crois que c'est important de notifier ça. C'est durable ou pas? Alors, la question est sur la durabilité. L'étude en question l'a montré qu'il y avait ça se restaurait, heureusement, donc ça donne de l'espoir. Mais comme il y a des aggravations après, on ne peut pas dire à quel point c'est durable. Donc, en fait, le flot de nos observations, il est en fonction de l'expérience qui est en cours. Tous ces vaccins n'avaient pas leur autorisation, étaient en phase 3, et donc en fait, ça veut dire concrètement, ils étaient en plein développement. Donc tout ce qu'on observe, on l'observe, et on n'a pas d'expérience. Et pour rejoindre ce que mes collègues disaient, c'est que pour les problèmes des messieurs, j'ai eu beaucoup de cas qui se démontraient comme des sciatiques, mais après enquête, après plusieurs tests, etc., on a vu que c'était des prostatites tellement aigus que c'est développé en cancer, et le cancer atteint la colonne s'attaquait les nerfs, et ça se... Enfin, les symptômes se présentaient comme une sciatique, mais au fait... La source, c'était... C'est pour ça que j'ai lu le témoignage de Patrick. Oui, parce que Patrick Sébastien, parce qu'il a rapporté exactement ça, prostatite, diabète et cancer. Et effectivement, ces trois aspects qui sont bien souvent retrouvés. On a une question d'un enfant. Si tu peux poser ta question. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, Orient Code, au niveau des problèmes des testicules, vous pensez que c'est parce que le corps il rejette ce dont il ne veut pas d'une certaine sorte, et que ça s'infecte ou des choses comme ça Alors, on a la question est de savoir pourquoi est-ce que les testicules semblent un petit peu abîmés, donc un peu désorganisés en l'occurrence. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'on avait observé de tels désordres avec le Covid. Et donc là, le fait qu'on les retrouve avec le vaccin, alors là c'est plus systématique parce que le Covid n'a pas fait ces désordres de façon systématique. Bien, il y a tout lieu de penser que, encore une fois, c'est un composant qu'on retrouve dans le virus. Et donc, en fait, on est sur une réponse qui est la réponse de l'organisme qui est désorganisée. Et là, je crois que là, il faut aller plus loin dans les travaux, mais il est probable que ce soit encore une fois Spike. D'accord, merci. Merci. Peut-être pour résumer, moi, ce que j'aurais lancé un appel aux autorités sanitaires, au gouvernement, au ministère de la Santé et à tous nos collègues dans la santé, c'est déjà commencer un système de dépistage. Personnellement, pour simple curiosité, j'ai mis un oxymètre à certains de mes patients et j'étais choqué de voir quelqu'un à 67
d'autres à 80. Et quand je posais des questions, effectivement, ils disaient qu'ils avaient des problèmes de respiration, de suffocation. D'autres, ils ont même fait des tests d'IgMR, mais ils n'ont pas eu de suite de traitement à ça. Alors il faut qu'on mette en place, on sort dans le déni, on commence à reconnaître que ces choses-là existent, on met des protocoles en place pour détecter et aussi les soins qui vont suivre parce qu'on peut soigner avant que ça arrive trop grave. C'est ça. Donc c'est une note d'espérance pour dire qu'il y a des problèmes, mais on peut trouver des solutions. C'est ça. Et donc en fait, je pense que c'est vrai qu'on parle toujours du thermomètre pour prendre la température chez les gens, mais c'est vrai qu'en vrai, il faudrait s'occuper d'un thermomètre, d'un oxymètre, c'est cette espèce de petite pince qu'on met sur les doigts et qui mesure ce qu'on appelle la saturation. Ça fait bip, bip, bip plusieurs fois et ça vous mesure combien d'oxygène vous avez dans le sang. Et c'est bien important parce que comme ça, effectivement, les gens voient voilà, ça. Avant, on disait qu'on ne descendait pas en dessous 92. Mais maintenant, c'est devenu tellement grave depuis toutes ces histoires qu'on ne dit même plus ça. Mais c'est vrai qu'avant, on disait le seuil d'hospitalisation, c'était entre ça et 92. Normalement, on est entre 95 et 100. Et la troisième chose qui me semble importante, parce qu'on a vu beaucoup de problèmes, c'est d'avoir un tensiomètre pour mesurer la tension. Vous savez, le truc qui gonfle un peu, ça ne coûte pas bien cher. Ça nourrit tout le monde, c'est prendre l'attention. Voilà. Parce qu'on a vu beaucoup d'hypertension post-vaccinale. Voilà. Alors moi, comme petit mot de la fin, j'aimerais dire aux gens, d'abord, n'ayez pas peur. Non, très mauvais. C'est pas la meilleure chose. Et puis, le corps humain est une telle merveille qu'il peut toujours se restaurer et on peut toujours travailler sur ce corps-là et le faire. Et il va guérir par lui-même. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est, s'il vous plaît, posez-vous les questions. C'est tout. Voilà, ça, c'est le message que j'ai envie de passer. Vous étiez bien, vous avez une complication, il s'est passé quelque chose au milieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est tout. Et essayez de faire le lien peut-être. Et puis, on verra comment les choses vont évoluer et comment est-ce que les soignants peuvent vous aider. En tout cas, merci beaucoup parce que vous avez beaucoup, je pense, rassuré les personnes qui se posent des questions eux-mêmes. Et tout ce que vous avez partagé, je pense qu'au moins, ils peuvent mettre peut-être le doigt sur ce qu'ils ont. Et on espère qu'à partir de là, on pourra travailler ensemble pour trouver des solutions. Il n'y a pas de honte à ne pas aller bien. Il faut plutôt libérer la parole et pas avoir de certitude. Et quand un médecin vous dit « Ah non, ça c'est sûr, c'est pas le vaccin », vous le regardez et dites « Mais comment vous savez ? Comment vous pouvez savoir que c'est sûr que c'est pas le vaccin ?» Ça c'est mensonge parce qu'on ne peut pas savoir. Alors peut-être ça ne l'est pas, peut-être c'est pas, mais en tout cas on ne peut pas dire que c'est forcément exclu, surtout quand il y a autant de publications scientifiques différentes. Voilà, parce que ça ne se passe justement pas dans un pays, ça se passe dans tous les pays. Plusieurs pays, on a vu le taux de surmortalité qui a vraiment augmenté la dernière année. Ah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.